Alors c'est vrai que c'est une question qui revient quasiment à chaque automne à l'occasion du projet de loi de finances. Faut-il taxer davantage les plus riches? Alors cette fois, le gouvernement a tranché. Avec ce budget 2026, eh bien, il revendique une contribution renforcée des contribuables les plus aisés, notamment sur leur patrimoine. Trois mesures sur lesquelles, bien sûr, on va revenir, mais un message qui est clair, la stabilité patrimoniale doit désormais participer à l'effort collectif de redressement de nos comptes publics. Et 8 ans après la suppression de l'impôt sur la fortune, la France renoue avec ce vieux dilemme. Comment concilier la justice fiscale souhaitée par les Français et la reconnaissance de la réussite, sans quoi rien n'est possible. Bonjour Jérôme Barré. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards, comment ça va? Ouais, très bien, cher David, Con- dans un contexte un peu difficile, mais très intéressant. Bon, content de vous retrouver. On a envie de vous entendre parce que, oui, déjà, on revient sur les basiques. Qu'est-ce que contient pour l'instant? Il faut que tout ça soit voté. Il y a la première lecture à l'Assemblée. Voilà, on ne sait pas encore comment tout ça va se terminer. En tout cas, pour l'instant, qu'est-ce qui a été voté en matière, dans ce budget 2026, en matière de taxation du patrimoine des plus aisés? Alors, vous avez remarqué que tout ça, c'est assez théâtral, hein. On réunit les conditions de la pièce terrible du XVIIe siècle, hein. On a d'abord une collecte de l'impôt que l'on doit augmenter, une économie qui est souhaitée sur les dépenses de l'État, et également la punition des riches avec un caractère moral, hein. Trois mesures dominent le texte. Un impôt sur la fortune improductive au taux unique de 1%. En fait, ça succède à l'IFI, ça revient un peu à l'ISF et ça élargit l'assiette des actifs qui vont être taxés, qui sont jugés inactifs, les œuvres d'art, les yachts, les actifs numériques, les liquidités non investies, hein. Pour la première fois, un impôt va distinguer la fortune selon son utilité économique, ce qui évidemment est très relatif, hein. Vous êtes taxé selon vos intentions finalement. Deuxièmement, une taxe sur les holdings patrimoniales qui fait aussi beaucoup de bruit, qui est fixée à 2%. Elle vise les sociétés qui détiennent plus de 5 millions d'euros d'actifs lorsqu'un associé contrôle plus de 50% des titres de cette société. Et le gouvernement veut limiter les structures de conservation, mais cette logique aussi, elle paraît fragiliser, elle peut fragiliser les outils familiaux parfaitement légitimes. Autrement dit, si vous déteniez vos actifs en direct, vous pourriez être moins sanctionné que si vous les détenez au travers d'une société. Le troisième point, c'est la reconduction de la contribution différentielle sur les revenus. Ça, c'est une petite tarte à la crème, si je puis dire. C'est la mise en place en 2025, pour 2025, qui est imposée à un taux minimal de 20% au-delà de 250 000 euros, des revenus ou de 500 000 euros pour un couple. Hein, c'est un effet budgétaire faible, mais un signal politique fort. Vous vous souvenez qu'en fait, par exemple, dans la plate taxe, vous avez 12,8 d'imposition et 17,2 de CSG, CRDS. Les 12,8 passeraient à 20, ce qui veut dire que vous ajouteriez au 17,2, éventuellement la contribution exceptionnelle sur le revenu de 4%, les 20% qui auraient lieu. Donc c'est beaucoup plus élevé qu'on peut le penser, même si l'effet budgétaire est faible. Euh, En fait, c'est un rendement limité, mais une portée politique forte, hein. C'est des mesures qui vont rapporter environ 6 milliards d'euros. C'est marginal peut-être sur le plan budgétaire, mais c'est très significatif sur le plan du discours politique, hein. La France revient à une fiscalité de la détention, mais moins que de la création. Bon, qu'est-ce qu'on retient au-delà de ces trois mesures qu'on avait déjà évoquées dans le Corama, sur le signal politique qui est envoyé, sur la philosophie de ce budget 2026? C'est la lutte des classes, David, hein, on vient de le dire. C'est avant tout un signal politique plus qu'une réforme fiscale. Les montants en jeu restent modestes, mais le message est fort. L'État, ou du moins ceux qui soutiennent cette pensée, veulent réaffirmer la participation des patrimoines les plus stables à un effort national. En réalité, le gouvernement, il ne réforme pas, il réinterprète, hein. La fiscalité du capital devient une manière d'exprimer une certaine idée de la justice. On ne se le cache pas, c'est l'accès finalement du capital des uns par l'impôt des autres. C'est évidemment perçu comme une sanction. Donc on assiste moins à une création d'impôts qu'à une redéfinition de leur sens. Chaque mesure, fortune improductive, holding, haut revenu, poursuit la même logique. Faire du patrimoine un levier de contribution permanent, ça traduit un changement de philosophie fiscale. Au moins, on taxerait moins le revenu que la situation patrimoniale elle-même. Et en creux, c'est une véritable forme d'inquiétude budgétaire, parce que dans un contexte de déficit durable, le gouvernement cherche des assiettes visibles, plus symboliques que productives, hein. Donc on renverse la fable, c'est la cigale et la fourmi, puisque ce qui économise se trouve en quelque sorte sanctionné grâce à ces efforts. C'est aussi laisser penser que l'épargne ne sert à rien, ce qui est quand même une situation très délicate. Pourquoi cette insistance, selon vous, du gouvernement ou des députés à taxer une fortune qu'on peut qualifier d'immobile? Ben, elle est immobile, donc elle ne profite qu'à ceux qui l'ont constituée. Alors que si on la taxe, eh bien cette épargne va être utilisée, au moins fiscalement, par d'autres. Alors que c'est déjà le cas.
cette fortune dite immobile, quand vous laissez de l'argent sur votre compte, vous laissez des liquidités, elles sont utilisées, ces liquidités, par la banque pour autoriser des prêts, pour créer des investissements. Donc, parce que la richesse stable, c'est devenu finalement un symbole commode. Politiquement, cette richesse, elle incarne ce que la fiscalité peut atteindre sans déséquilibrer l'économie. Mais économiquement, fondamentalement, c'est un contresens. La stabilité patrimoniale n'est pas une rente, c'est souvent une condition du développement de l'investissement. Donc ce malentendu fiscal traduit une vision à court terme, on oppose création et détention, et finalement, c'est la sécurité face à l'inconnu. Taxer la permanence, c'est fragiliser la prévisibilité, et la France a besoin d'investisseurs qui s'inscrivent dans une durée longue, pas d'acteurs contraints et qui vont rechercher si oui ou non la fiscalité va orienter leur type d'investissement. Donc ce type de message renforce l'idée que rester, conserver, transmettre serait plus suspect que ceux qui précisément sont les comportements les plus vertueux. Bon, et cette accumulation de taxes sur le patrimoine, c'est ce que vous appelez la rémanence fiscale, c'est-à-dire? C'est le symptôme d'un système qui ne parvient plus à se simplifier. Chaque réforme vient annoncer une clarification, mais en réalité, on clarifie en ajoutant un nouvel étage au dispositif. L'IFI devait tourner la page de l'ISF, et en fait, il est prolongé par la taxe sur les holdings et la contribution sur les hauts revenus, qui en sont également un prolongement implicite. On le voit également sur l'augmentation de la taxe foncière en matière d'immobilier. Donc toute cette rémanence fragilise la crédibilité du cadre fiscal. On ne sait plus où commence et où finit la contribution du patrimoine. Donc le contribuable finit par recevoir un impôt diffus qui est changeant et qui va sanctionner cette stabilité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va sanctionner la fourmi au profit de la cigale. C'est donc une fiscalité qui manque de cohérence structurelle. Quand on voit nos voisins, hein, l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas, voire le Portugal, il y a un cadre lisible, constant, qui est hiérarchisé. En France, on compense la complexité par une symbolique, mais cette symbolique, elle ne va pas financer la croissance. On n'a jamais vu des symboles remplir les caisses de l'État. C'est autant un choix économique qu'un choix culturel? Ouais, c'est bien la question, parce que le gouvernement, il est dans une situation où il est prêt à adopter tout système qui lui permet de subsister jusqu'à une certaine échéance. C'est parfois confus, mais on peut imaginer ça. Donc, finalement, c'est un impôt là où la culture va dominer. Notre histoire fiscale, elle s'est bâtie, elle s'est fondée sur l'idée que l'impôt est un instrument de régulation morale. C'est pas uniquement pour remplir les caisses de l'État, mais c'est une contribution morale. Donc, cette approche, elle va traduire elle produit une fiscalité d'intention plus que de résultat. On ne taxe pas pour uniquement rembourser les caisses de l'État et on taxe aussi pour sanctionner. Donc cet impôt traduit un rapport social à la réussite. On admire l'effort, mais on se méfie de la transmission et par ce biais culturel finit par brouiller la frontière entre justice et efficacité. Et dans tous les cas, je le redis, on ne va pas strictement financer l'État de cette manière. Bon, comment sortir, Jérôme? Comment redonner du sens à la fiscalité sur le patrimoine? Est-ce que c'est possible? Alors, si je suis un braconnier, je dis vous allez vider vos comptes, vous mettez du cash quelque part et ce sera beaucoup plus difficile quand vous le taxe. Il sera totalement immobile cette fois-ci, mais ça, c'est pas la réponse qu'il faut donner. Bon, il faut quand même réaffirmer la fonction de l'impôt. L'impôt, ce n'est pas une sanction, c'est un outil d'équilibre entre des intérêts privés et un intérêt collectif. Donc, il a vocation véritablement à financer les dépenses de l'État. Mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces dépenses ne sont pas maîtrisées. Donc pour être accepté, ce budget il doit être lisible, stable et proportionné à une finalité. En réhabilitant la stabilité comme vertu économique, la durée, la transmission, la détention raisonnée, eh bien c'est une façon de mieux faire comprendre l'impôt et en plus de permettre à des intérêts privés de financer toutes les activités qu'on connaît. Donc on doit restaurer la confiance. Les contribuables les plus aisés ne fuient pas la charge fiscale, ils fuient l'incertitude, ils fuient la sanction morale. Ils n'ont pas envie d'être pointés du doigt, alors que par ailleurs, ce sont quand même eux qui paient le plus d'impôts. On nous parle d'injustice fiscale tous les jours, mais il n'y a quand même que 50% des Français qui paient les impôts de 50% des autres. C'est une réalité. Donc ce n'est pas le taux qui fait partir, c'est l'instabilité. Et la France gagnerait bien plus à consolider son cadre qu'à le réinventer chaque automne. Donc la fiscalité du patrimoine, c'est finalement le miroir d'une émotion, une espèce d'émotion collective qui vise à penser que si on prenait toute cette épargne, eh bien on remplirait les caisses de l'État et il n'y aurait plus de problème. Et ça, c'est un leurre. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci Jérôme. Merci David.